21 avril 2021 du patriarche de la nation togolaise, son Excellence Monseigneur Philippe Fanon-Opozo, à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Romains chapitre 6, verset 8. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Telle est notre foi. Alléluia. Monsieur le Président de la République, en mes qualités d'autorité morale et religieuse de l'Église catholique, ancien archevêque métropolitain de Lomé, du 17 décembre 1992 au 8 juin 2007, président du Haut Conseil de la République du Togo, du 20 août 1991 au 20 février 1994, et président de la Conférence nationale souveraine, CNS, du Togo, du 8 juillet au 28 août 1991, je viens par la présente vous exprimer tout mon étonnement relativement à l'audience que vous avez accordée le 9 avril dernier à M. Faure et son Achimbe lors de son dernier séjour dans la capitale française. Est-ce pour vous la manière de vider en lieu et place de l'écrasante majorité des Togolais, près des 3/4, le contentieux électoral né du scrutin présidentiel du 22 février 2020, ce serait une faute politique qui allongerait la liste des contentieux entre la France et le Togo, rappelé opportunément le 9 avril 2005 par le député français Noël Mamère au cours d'un colloque à l'Assemblée nationale française. Témoignage accessible sous le lien. Il est d'une évidence biblique sous tous les cieux aujourd'hui que Faure et son hymne Achimbe n'est pas le réel vainqueur du scrutin, comme ont pu témoigner les forces politiques en activité au Togo, ainsi que des personnalités de renom hors du territoire national. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas reconnu la réélection du président sortant. Monsieur le Président de la République, conformément aux reproches que vous avez vous-même adressés au président togolais lors de votre première rencontre à la faveur du sommet Union africaine, Union européenne des 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, au sujet des fraudes électorales dont est coutumier le régime héréditaire, plus que cinquantenaire togolais,
il ne pourrait vous échapper que Fort et son Simona n'est pas le réel vainqueur de la présidentielle du 22 février 2020. Et cela, aucun des diplomates en poste au Togo, aucun des représentants de l'Europe ne peut, en responsabilité et en sagesse, affirmer le contraire. Mieux, certains parmi eux m'ont confirmé la large victoire du candidat de la dynamique éponyme, la DMK. Plusieurs formations politiques et organisations de la société civile ont salué la victoire de l'opposition par des communiqués officiels et convié le peuple à sortir massivement pour faire échec à ce énième coup de force au Togo. La première manifestation contestataire eut lieu le 28 février 2020. Mais la brutalité avec laquelle la population composée de personnes du troisième âge furent chargées par des forces de sécurité a découragé plus d'un, surtout dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, ponctuée de couvre-feu, d'état d'urgence avec la restriction des espaces de liberté et de manifestation. Toute manifestation fut durement réprimée, avec à la clé des arrestations des responsables de la DMK. Le peuple togolais subit depuis des lustres une dictature implacable que nous pensions révolue avec la mort du général Yadema le 5 février 2005, après 38 ans de pouvoir sans partage. Constitutionnellement, la dévolution de la succession devrait échoir au président de l'Assemblée nationale. Ce dernier, rentrant d'une mission ce jour fatidique sur un vol Air France, fut détourné sur Cotonou, tandis que les frontières furent fermées pour l'empêcher de rejoindre le territoire national. Survint alors un coup d'État militaire où, par une déclaration lue sur les chaînes publiques, le chef d'État-major des FAT, entouré pour la circonstance des officiers supérieurs des forces armées, décide de confier le pouvoir à Fort et Sosimuna Gnassingbé pour qu'il achève le mandat entamé par son défunt père. Fort et Sosimuna, par son incurie et sa médiocrité, marqueur par excellence de sa gouvernance, fait regretter depuis lors au peuple togolais la disparition de Feu Yadema, son père.
Je rappelle que je suis le doyen de la conférence épiscopale du Togo, CET, du haut de mes 91 ans. C'est sous ma mandature que le Haut Conseil de la République, HCR, a donné naissance à la Constitution de la 4e République du 14 octobre 1992, où le nombre de mandats présidentiels est limité à 2, pour une durée de 5 ans, renouvelable pour une seule fois. En aucun cas, précise la version originelle, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Cette constitution, vieille de près de 30 ans, a connu plusieurs toilettages qui l'ont vidé de sa substance, ce qui permit à Faure et Josimina Yacine de candidater pour un 4e mandat sans discontinuer. Au regard de la gouvernance fortement contestée de Faure et Josimina Yacine, jugée catastrophique à tous égards dans un pays où la misère s'est faite l'hôte obligé de la majorité des foyers sur fond de violation permanente des droits humains et d'injustice sociale, aggravée avec un brevet d'impunité pour ses partisans, comme le confirment tous les indicateurs publiés par les institutions internationales compétentes. PIB par habitant, indice du bonheur de l'ONU, indice de corruption de Transparency International, notamment. Je fus sollicité par une coalition de partis politiques et plusieurs personnalités du Togo, ainsi que des mouvements de jeunesse inquiets de leur avenir, pour m'impliquer dans le processus électoral du 22 février 2020, devant conduire à l'alternance politique au Togo. Un candidat unique de la coalition dynamique Monseigneur Ojo DMK fut choisi et j'ai pris une part active et présentielle à tous les meetings que le docteur Gabriel Agbelomi Nelson Kodjo organisa sur l'ensemble du territoire national pour présenter son programme de société et convier les électeurs à lui faire confiance pour la transformation du pays à travers le triptyque transition, constituante et refondation. Le jour du scrutin, c'est massivement que le peuple togolais a voté pour le candidat de la DMK. Tous affirmèrent que c'est un plébiscite. Les bureaux de vote ouverts à 7 heures sont fermés à 16 heures et à 20 heures, comme une traînée de poudre, la victoire de l'alternance envahit tout le Togo.
Mon domicile fut subitement encerclé par des militaires et celui du président élu connut le même sort avec des coupures de téléphone et d'Internet. Tout ceci pour empêcher l'effusion de joie des populations auprès des deux figures majeures de l'alternance au Togo. Le 23 février 2020, dans la matinée, l'équipe de campagne de la DMK, sur la base des informations recueillies sur le territoire national, dans un point de presse, communique les premières tendances qui donnent au docteur Gabriel Aguilomé Mensah-Kodjo une large victoire par un score entre 59 et 61%. Prise de cours et en violation totale du code électoral, vers 22 heures, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, proclama les résultats provisoires officiels donnant Faure Essotimna Gnassingbé vainqueur à 72,30%, soit probablement une inversion des suffrages par le biais de l'application et sentinelle mise à la disposition des éléments du pouvoir dans les bureaux de vote. Cette proclamation à la Lussade suscita scène de colère, de mécontentement et de contestation dans l'ensemble du pays. Aucune élection n'a connu une proclamation aussi rapide au Togo. C'est toujours en moyenne 3 ou 4 jours, car il est impossible de réunir en une journée, en raison de l'état de nos infrastructures routières, les 9389 procès-verbaux, les compiler, les valider et les certifier avant toute proclamation des résultats provisoires, comme l'exigent les dispositions de la loi électorale. Je signale qu'après cette imposture, la cérémonie de certification des résultats provisoires n'est intervenue que le 25 février 2020. Comme le dit un proverbe de chez nous, c'est au Togo qu'une femme peut accoucher avant de tomber enceinte. Les États-Unis d'Amérique, ayant exprimé leur doute sur la réélection du président sortant, ont exigé de la CENI un décompte des voix bureau de vote par bureau de vote, ce que celle-ci n'a jamais pu faire. La conférence épiscopale du Togo, CET, a exigé de son côté le rétablissement de la vérité des urnes sans succès. Plusieurs formations politiques et des organisations de la société civile ont formulé la même exigence et appelé le peuple à se lever pour défendre la victoire de l'opposition républicaine.
La posture des missions électorales africaines éclaire ainsi celle du pouvoir qui avait rejeté l'offre d'observation électorale de l'ONG américaine NDI et celui du Conseil épiscopal Justice et Paix, CEJP Togo. Les chefs de mission de la CEDEAO et l'Union africaine ont violé leur serment d'impartialité en fermant les yeux sur cet avertissement des résultats et le piétinement du code électoral pour offrir leur onction coupable à cette fraude électorale. Cela relève de l'irresponsabilité doublée d'un déficit d'éthique qui déshonore leurs auteurs. Face à la colère populaire, les chancelleries regroupées au sein du G5, France, Allemagne, États-Unis, Union européenne et PNUD tentèrent d'énucléer la crise par une série de rencontres avec les protagonistes. Il est reproché à la DMK l'absence de tous les procès-verbaux au soutien de sa victoire. Ce à quoi elle répond. La CENI dispose de toutes les copies des procès-verbaux et qu'il suffisait qu'on les consulte contradictoirement. Le pouvoir sortant émit un veto. Le G5 formule une demande de décompte des suffrages, bureau de vote, pas du bureau de vote, veto du pouvoir. Le G5 demande au président sortant la production de ces procès-verbaux, veto du pouvoir. En conclusion, les États-Unis ont déclaré que l'administration américaine ne reconnaîtra pas ces résultats. Le représentant de l'UE affirme que son institution ne fera pas de déclaration sur le scrutin en raison du fait que tout ce qu'elle a fait comme offre pour garantir un soutien transparent et crédible n'a pas été pris en compte par le pouvoir. L'ambassadeur allemand me confie que c'est mon candidat qui a largement gagné, mais que le pouvoir n'a pas envie de céder les leviers de l'État au président démocratiquement élu. Seule la posture de l'ambassadeur de France, Marc de Vizy, semble ambiguë en raison de son étroite proximité avec le pouvoir. Comment, dans ces conditions, ces diplomates peuvent-ils recommander à leur hiérarchie de saluer une débâcle électorale transformée par la force des armes et d'autres manœuvres indignes
en une victoire du président sortant. Jugez-en par vous-même. Entre-temps, le pouvoir sortant, par ses émissaires, a entrepris de conclure un marché gré à gré sur le dos du peuple togolais. Le président démocratiquement élu en a reçu 2 du pouvoir sortant, avec des propositions alléchantes qu'il a rejetées. C'est dans ce contexte que nous étions qu'un beau matin, nous apprenions le 31 mars 2020 sur Radio France Internationale, RFI, que la France, l'Union européenne et l'Allemagne ont reconnu la fausse victoire du président sortant. Interpellé, le journaliste répond que ce courrier lui fut remis par une personnalité de Lomé II, siège de la présidence de la République, ce qui renforce nos soupçons. Toujours dans le cadre de la médiation du côté du pouvoir sortant, je reçus le 20 avril 2020 un révérend père, Étienne Amoudou, en présence du collège des sages de la DMK, une sorte de conseil d'administration, et du président démocratiquement élu, porteur de la même proposition, tendant à conclure un accord pour le maintien du président sortant battu dans les urnes dans ses fonctions, en contrepartie d'une série d'avantages politiques et pécuniaires. L'engagement pris devant Dieu et le peuple togolais ne me permet pas d'accepter ou de tolérer le moindre marchandage des suffrages. À l'instar de Siméon, qui s'écria au temple lors du baptême, lors de la présentation au temple de Jésus, de l'enfant Jésus, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut maintenant. Il est temps de laisser partir ton serviteur. Je désire vivement voir l'alternance dans mon pays avant de rendre mon souffle au Créateur. Donc, ma position sur cette démarche du pouvoir est claire et ferme. C'est un non catégorique. Cette position a irrité le pouvoir, qui a choisi la violence extrême pour en découdre avec le président démocratiquement élu et sa soutien. L'épicentre de cette brutalité eut pour siège le domicile du président démocratiquement élu, dont le quartier est devenu un camp militaire et lui-même sous menace permanente d'assassinat. J'ai dû élire domicile chez lui pour servir de bouclier humain afin de lui préserver la vie. Et ce, pendant 70 jours. L'histoire politique récente du Togo retiendra les sinistres dates
des 20 et 21 avril 2020, où le monde entier a été témoin de la violence inouïe du coup d'État militaire orchestré contre l'alternance au Togo. Je passe sous silence ce que le corps d'élite qui a fait irruption au domicile du président démocratiquement élu pour l'enlever a fait subir à sa femme et à ses enfants molestés, menottés, les bras au dos, exposés au soleil à la devanture de leur maison et filmés. Le domicile du président saccagé et des biens emportés. Faut-il rappeler que bien avant ce coup d'État militaire, le 21 avril 2020, un des conseillers spéciaux du président démocratiquement élu fut enlevé nuitamment à son domicile, brutalisé et détenu en lieu secret pendant 40 jours. Des jeunes patriotes enlevés au domicile du président démocratiquement élu ont été jetés arbitrairement en prison. Et les leaders de l'équipe de campagne enlevés et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction formelle de réclamer la victoire de la DMK sous peine de prison. Certains, comme le prophète Kokou, Deko Eli, sont encore en prison jusqu'à ce jour. Comment l'Union européenne et l'Allemagne pourraient faire ce revirement à 180 degrés? Les lettres diffusées sur RFI sont réellement fictives et destinées à anesthésier les mouvements populaires de revendication. Quelqu'un qui prétend avoir gagné à 72% ne se livre pas à ce jeu de manipulateurs et de faussaires. Des enquêtes menées sur ces lettres concluent que ce sont des canulars. Les investigations nous ont conduits en Allemagne, où nous avons découvert qu'Angela Merkel, la chancelière, a envoyé une lettre de courtoisie le 3 mai 2020. Mais aucune trace du prétendu télégramme du président fédéral corrélé et objet de la diffusion sur RFI. Pourquoi deux courriers de courtoisie d'un même pays, l'Allemagne? C'est aussi pour la première fois qu'on reçoit pour une même élection deux lettres de la même puissance. Des études plus poussées, conduites par le député français de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, qui confirme la supercherie. Il vous a adressé par la suite un courrier exigeant un démenti officiel. Seul le silence fut la réponse donnée à sa requête jusqu'au 7 avril
2021. Deux avocats français mandatés par la DMK vous ont personnellement saisi par courrier avec accusé de réception pour vérifier l'authenticité de la lettre qu'on vous attribue sans aucune réponse de votre part. Je suis étonné et abasourdi par la déclaration de Jean-Yves Le Drian qui confirme que vous avez envoyé un courrier de courtoisie internationale aux perdants du scrutin du 22 avril 2020. Peut-être, comme tout le monde, vous avez adressé un courrier, mais certainement différent de celui qui est daté du 25 mars 2020, qui circule sur les réseaux et qui a fait l'objet d'une large diffusion et qui est une manœuvre du pouvoir illégitime. Parler d'une légalité factice qui continue de régner au Togo. Cette annonce, plus d'un an après le scrutin présidentiel, est un véritable mépris du peuple togolais qui se sent écrasé par la dictature en complicité avec les puissances planétaires. Et comme vous l'avez déclaré, un pouvoir qui dure trop longtemps est dommageable pour le bien des populations. Monsieur le Président de la République, votre pays est un partenaire stratégique du Togo. Vous êtes libre de conduire la politique que vous voulez, mais camper des postures, poser des actes et affirmer le contraire d'une réalité factuelle pour des intérêts asymétriques à ceux du peuple togolais ne me semble pas de bon aloi. Fort et son Timna, Gnassigbe a perdu la présidentielle du 22 février 2020. Il doit céder le pouvoir au réel vainqueur pour qu'on ne vous colle pas l'image de complicité d'un crime électoral ourdi contre le peuple togolais qui ploie sous le joug de la plus vieille dictature du monde après celle de la Corée du Nord. De par votre acte du 9 avril 2021, vous vous êtes mis du mauvais côté de l'histoire et crochant davantage l'image de la France en Afrique et auprès des peuples. Avant qu'il ne soit trop tard, rectifiez le tir. Je vous fais l'économie des décisions de la Cour constitutionnelle togolaise dans le cadre de cette élection pour vous éviter de s'effader. Tout ceci illustre bien la panique qui s'est emparée du sérail face à l'ampleur de la victoire de la DMK. Dans une première décision publique,
la somme des suffrages en pourcentage attribués aux candidats excède 100%. Dans la seconde et définitive décision, cette Cour, chose incroyable, crée 124 730 nouveaux inscrits, 580 503 nouveaux votants et fait accroître le nombre de bulletins nuls de 873 332 relativement aux chiffres publiés par la CENI, l'organe de gestion électorale, pour justifier une victoire improbable, voire impossible, du président sortant. Jugez-en par vous-même. Faure et son séminaire m'a contraint en exil depuis 1 an par des menaces de mort sur ma personne et celle de mon assistant, parce que je revendique la vérité des urnes et la restitution du pouvoir au candidat des pauvres, qui lui-même est rentré en clandestinité pour n'avoir pas obéi à l'interdiction de la justice de ne plus jamais revendiquer la victoire du peuple togolais dont il est l'attributaire. Qui s'est offusqué du déni de droit dont nous sommes victimes. Aucune déclaration du Quai d'Orsay ou des organisations des droits de l'homme, car tout le monde a peur des méthodes de cette dictature. Qui est intervenu pour que justice nous soit faite? Personne. En dépit de mes appels incessants au secours pour notre vie et pour que justice soit faite au peuple togolais, frustré et misérable. Le monde actuel est dominé par les puissants, au point où le droit international, l'éthique courbe l'échine devant des intérêts obscurs et autres considérations qui méprisent la souveraineté des peuples. Cette situation ne peut pas être éternelle, car Dieu, dans sa miséricorde, fera justice aux pauvres et aux laissés pour compte. J'en ai l'assurance, car ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces d'en haut, ni celles de profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, disait Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Monsieur le Président,
l'erreur est humaine. Il ne reste qu'à présenter des excuses au peuple togolais et prendre les mesures qui vous semblent adéquates pour contribuer à rétablir ce brave peuple dans cette voie. Car, comme j'en ai l'habitude de l'affirmer, l'élément nouveau que j'apporte dans cette lutte, c'est la foi. Je garde la ferme conviction, malgré les 1000 péripéties que j'ai connues au cours de mon exil, au sommet de mes 91 ans, exil pendant lequel je suis tombé 3 fois de suite, face contre terre, voyant couler mon sang, à l'exemple du grand maître Jésus-Christ, pour payer la rançon de la libération du peuple togolais, que Dieu m'a fait l'extraordinaire faveur de me confier cette mission libératrice de son peuple en souffrance depuis plus de 54 ans. Dieu ne me décevra pas. Je le répète encore, on ne vole pas Dieu. Et tous ceux qui l'essaient finissent toujours par en payer le prix, y compris leurs complices. Qu'il vous en préserve. Je vais pouvoir compter sur la responsabilité qui est vôtre au nom de la France éternelle et patrie des droits de l'homme, fille aînée de l'Église, à qui je vous sais très dévoué et vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération et mes bénédictions paternelles. Nota bene, pour votre méditation, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir lire les paroles de Luc, chapitre 1er, 47 à 55. Le Magnificat de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Oui, le dernier mot revient à Dieu. Mais en attendant que son heure ne sonne, je vous réitère humblement par la présente la demande d'audience à vous adressée par le président réellement
démocratiquement élu, Dr Gabriel Agbelome, met son cordiaux que je me ferai l'agréable devoir et le grand honneur d'accompagner à cet important rendez-vous de triomphe de la vérité. Monseigneur Philippe Fanon-Poisson, archevêque émérite de Lomé. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.